Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical et bienvenue sur l'Invité. Chers amis internautes fidèles de l'Invité, ce dimanche, je reçois pour vous Jacques Migan. Il est juriste de formation, ancien bâtonnier, il est également acteur politique, il est membre fondateur et membre du bureau politique du parti politique Bloc Républicain. Avec lui, chers amis internautes, nous allons passer en revue quelques sujets qui ont fait l'actualité cette semaine, notamment la tournée gouvernementale entamée jeudi dernier par les ministres et députés de la République. Nous parlerons également de la substance des échanges qui a eu lieu entre le médiateur de la République et les responsables des 16 formations politiques régulièrement constituées au Bénin. Nous parlerons de cette proposition de loi qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, celle relative aux pensions aux députés et présidents d'institutions de la République. Nous parlerons également de la limitation du mandat législatif qui fait couler beaucoup d'encre et de salive avec des commentaires ça et là. Et en fin d'émission, il nous donnera ses espérances sur la conception des listes de candidatures pour l'élection législative de 2023. Bonjour à vous, Jacques Migan. Bonjour, monsieur Kader. Merci d'être à nos côtés ce dimanche matin et merci d'avoir répondu à l'appel. Vous savez, chaque fois que je peux partager, échanger, je suis toujours d'accord et preneur. Vous êtes toujours d'accord et preneur. Ça fait un petit moment qu'on ne vous a pas entendu sur l'actualité socio-politique au Bénin. Vous êtes là avec nous, c'est un honneur. Depuis le jeudi dernier, ministre, soutenu par les députés et les autorités préfectorales, sont dans les contrées du pays pour échanger avec les populations, pour les expliquer les fondements de la vie chère, pour ne pas dire les raisons qui ont motivé la hausse des prix des denrées de première nécessité. Dites-nous, d'entrée de jeu, quelle est votre appréciation de cette démarche gouvernementale? Écoutez, monsieur Kader, il vous souviendra, lorsque le président Patrice Talon avait fait sa tournée de reddition de comptes, les Béninois étaient surpris. Parce que, tout simplement, nous ne sommes pas habitués à ce genre de démarche. Que le président aille vers son peuple pour expliquer ce qu'il fait et recueillir par ricochet les doléances de son peuple. Que les ministres, les députés, les conseillers communaux, municipaux, les politiques, je dirais, emboîtent le pas. Je crois que c'est quelque chose de normal. Parce que la politique qui constitue l'animation de la vie politique passe aussi par là. Mais dans le cas d'espèce, nous sommes dans un cadre bien précis où il faut expliquer à nos compatriotes pourquoi la vie est chère aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans des explications et vous expliquer pourquoi cette tournée des ministres, surtout, je tiens à dire ceci. Lorsque le président de la République est arrivé au pouvoir, sa préoccupation principale, c'est le bien-être de chacune et de chacun des Béninois. Et le président Patrice Talon en a fait un point d'honneur. Comment faire pour que ses compatriotes vivent dans de bonnes conditions de vie, de travail. Et cela se résume par deux choses. Prévention, action. Patrice Talon a toujours prévu. Parce qu'il voit loin, c'est un visionnaire. Il a fait, lorsque nous avions connu la crise sanitaire qui a secoué le monde entier et qui a entraîné à un moment donné la cherté de la vie. Il vous souviendra, M. Kader, oui. Le président Patrice Talon, lorsqu'on a commencé par entendre parler de coronavirus en Chine en 2019, en 2020, Patrice Talon a déjà commencé par prendre les dispositions pour que les conséquences de cette crise n'aient pas, je dirais, d'impact sur la vie de ses compatriotes, toujours soucieux par le bien-être. Et vous souviendrez également que le Bénin constitue l'un des rares pays à ne point fermer ses frontières lorsqu'il s'agit d'entrée de marchandises, que ce soit par les voies aériennes, les voies
maritimes, les voies terrestres, parce que on en a besoin. Alors que cette crise nous avions connu la cherté de la vie, mais son avance sur ce que ces crises allaient causer comme dégâts, on en avait parlé ici même en ce qui concerne l'huile végétale qui avait qui avait connu une augmentation de prix en son temps, vertigineuse. Et je vous avais expliqué en son temps que c'est à cause de la crise concernant le coronavirus. Il vous souviendra parce que j'expliquais que le transport maritime pour emmener ces huiles n'était pas évident. Le transport n'était pas évident. Il n'y avait plus de transporteurs. Il n'y avait plus de transporteurs parce que pour certains décimés par le coronavirus, ceux qui s'occupaient de ces transports, il n'y avait pas non plus de producteurs. Donc les prix avaient augmenté. Mais Patrice Talon, en son temps, avait déjà pris les dispositions pour que le Bénin n'en souffre point. Aujourd'hui, nous subissons de plein fouet la hausse des prix. Le pouvoir d'achat du Béninois ne lui permet plus de consommer comme il le faisait il y a encore quelques temps. Justement, puisque vous rentrez dans le vif du sujet par rapport à cette hausse des prix, avant de revenir à la démarche, j'ai bien envie de vous interroger sur un fait. Est-ce que le coronavirus, la guerre en Ukraine, puisque vous en allez en arriver, est-ce que cela pourrait avoir des conséquences sur la production locale, notamment le gari, puisque tous ces produits-là également ont connu une hausse? Mais écoutez, Monsieur Kader, je n'ai pas encore répondu à votre préoccupation en ce qui concerne la tournée des ministres, mais je vais y revenir. Alors, vous me demandez si la production, les produits vivriers doivent connaître une augmentation. Je vous l'avais déjà expliqué. C'est l'essence de vous cette savez, d'expliquer aux populations pourquoi la vie est chère. Lorsque la bonne femme doit cuire, je prends le béaba même, ces gâteaux, ce que nous appelons affectueusement Ata et Tevi. Vous imaginez, il faut de l'huile. Mais l'huile, il faut aussi l'importer. Ces bonnes dames utilisent les huiles importées, pour la plupart, qui ont connu une augmentation de prix. Parce qu'il y a la guerre aujourd'hui en Ukraine, qui constitue le bastion de production d'huile importée. Il en est de même de la Russie. Alors, si la bonne dame doit acheter au prix fort l'huile, mais il faudrait qu'elle répercute le prix sur les produits vivriers. Parce qu'il faut qu'elle aille acheter aussi le manioc pour fabriquer le gari. Il faut qu'elle achète les tomates. Il faut qu'elle achète les produits d'ici pour les faire cuire. J'ai pris le cas de l'huile. Je peux prendre d'autres cas. Je prends le cas du riz. C'est vrai que nous produisons du riz, mais nous continuons à en importer. En important, voilà que le riz a connu une augmentation de prix. Alors, que doit-on faire dans ces conditions? Il revient aux producteurs de répercuter sur leur prix à eux, sur le plan local. Alors qu'il est connu, là également, que le président Patrice Talon, lorsqu'il a cédé aux responsabilités, il a fait du Bénin le grand vivier, des produits. Il est le deuxième producteur. Le Bénin est le deuxième producteur après la Côte d'Ivoire, grâce à Patrice Talon. Tout le monde le sait, c'est reconnu. Alors, vous me posiez la question tout à l'heure en ce qui concerne la tournée. Donc, je vous disais, il va de soi qu'après le chef de l'État, dans le cadre de sa reddition, que le peuple et que le gouvernement, les membres du gouvernement, les députés, les partis qui accompagnent le gouvernement à travers leurs membres, aussi emboîtent le pas pour aller sur le terrain, expliquer pourquoi cette cherté que je suis en train d'expliquer. Pourquoi il y a augmentation. Donc, c'est cet exercice qui est en train de se faire aujourd'hui. Mais autrefois, il y a eu des voix indiquées qui, par voie de presse, ont eu à expliquer, exposer les raisons de cette vie chère. Est-ce à dire que le gouvernement ou l'État central a essayé de voir ou s'est dit que l'information n'est pas assez passée au sein des populations? Non, vous savez, le dire à la radio, le dire à la télé, comme vous le dites à juste titre, c'est bien. Mais
qui sont ceux qui écoutent la télé et regardent la télé, qui écoutent la radio? Vous pensez que le Béninois qui se trouve dans son village a un poste radio? Et quand même il a un poste radio, c'est pour écouter les chansons de la localité. Mais les nouvelles, non. Allez à son rencontre. Allez vers le Béninois dans sa maison, à Tchoumi Tchoumi, comme nous aimons le dire. Sillonnez tout le Bénin, les 77 communes que nous avons, les villages, ces 146 arrondissements que nous avons, je crois que c'est pour la première fois qu'un gouvernement le fait. Et c'est en cela que j'apprécie cette tournée. Et c'est le tour ne suffit pas de dire ou d'expliquer la cherté de la vie, c'est aussi pour recueillir les doléances de nos compatriotes, M. Kader. Et c'est en cela que les premières tournées qui ont commencé depuis le jeudi ont connu un succès foudroyant parce que nos compatriotes ont apprécié, parce qu'ils ont compris enfin pourquoi on leur demande d'acheter à tel prix aujourd'hui tel produit. Et pourquoi cela? Pourquoi l'huile coûte cher? Pourquoi le riz coûte cher? Pourquoi ainsi de suite? Je crois que c'est une très bonne démarche. Coûte cher? Pourquoi le gari coûte cher? Ils ont compris, le haricot coûte cher, l'igname coûte cher. Non, je crois que c'est une démarche qu'il faudrait faire de manière régulière. Et ce qu'il faut apprécier également, c'est ce que le ministre Wadaï a dit lorsqu'il était intervenu, je crois, il y a encore quelques semaines, il y a un mois, je pense, lorsqu'il expliquait le rôle que l'État béninois a joué dans le cadre de cette cherté de la vie. Il vous souviendra, qu'est-ce qu'il a dit? Il a expliqué que le Bénin, le gouvernement, travaille au quotidien. 80 milliards qui ont été injectés tout de suite, pour accompagner, pour régler un tant soit peu cette cherté de la vie. 80 milliards. Et c'est-à-dire, il a démontré que le Bénin, le gouvernement n'attend pas. Il voit, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le président Patrice Talon, sa préoccupation, c'est le quotidien du Béninois. Lorsqu'il y a un problème qui se pose, comme il avait eu à le faire, j'expliquais tout à l'heure en ce qui concerne le coronavirus, aujourd'hui la guerre en Ukraine, c'est-à-dire tout de suite, il a pris les dispositions. Et il avait même pris les dispositions si nous en tenons aux hydrocarbures. Avant même qu'on ne rentre dans les préoccupations de la guerre, qu'est-ce qu'on faisait? Le secteur était subventionné à hauteur de plus de 6 milliards par mois, avant même que la guerre ne s'éclate. Donc c'est pour vous dire que la préoccupation principale, je dirais, du président Patrice Talon, c'est le bien-être, les meilleures conditions de vie, les meilleures conditions de travail de ses compatriotes. Et cela se vit à travers tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors, Maître Migan, nous allons progresser un peu dans cet entretien. Que pensez-vous de ceux qui estiment que cette tournée gouvernementale, au-delà de sa démarche pédagogique, cache également un caractère politique, c'est-à-dire une sorte de préparation des élections législatives de 2023? Vous savez, le gouvernement est dans son rôle. Et son rôle consiste à partager avec ceux qui ont permis au président Patrice Talon d'être aux responsabilités d'en savoir. Est-ce une action politique? Non, ce ne serait point une action politique. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une bonne démarche, une bonne action d'aller tout le temps vers le peuple. Le président en a parlé. Au-delà du terrain où il s'exprime, il s'était exprimé lors de la reddition des comptes. Il va à l'Assemblée nationale dans le cadre du discours sur l'état de la nation pour expliquer comment va le Bénin. Que les membres du gouvernement empruntent, ou du moins accompagnent ce que le chef de l'État dit à travers leur action sur le plan ministériel, mais cela se justifie. Maintenant, qu'on dise que ça a des colorations politiques, M. Kader, vous ne pouvez pas empêcher un des politiques, qu'il soit de la mouvance, qu'il soit de l'opposition, de se saisir de ce qui se fait pour animer la vie politique, comme le fait à juste titre mon parti, le Bloc républicain. Nous soutenons le pouvoir qui est en place.
Nous constatons que les actions qui sont posées par ce gouvernement, ces actions vont dans le cadre de ce que nous voulons pour notre peuple. Alors, lorsque nous avions, avant même de... Nous le faisions, mais le gouvernement veut le faire. Il va de soi que mon parti, le Bloc républicain, sur toute l'étendue du territoire, à travers nos ministres, les ministres du gouvernement, de l'État, nous, nos députés à l'Assemblée nationale, nos membres, qu'ils soient conseillers, qu'ils soient non conseillers, qu'ils soient au niveau des différentes instances, que nous accompagnons le mouvement, cela va de soi. Monsieur Kader, je crois que c'est ce qu'il faut surtout faire, c'est-à-dire expliquer, recueillir, expliquer les réformes, expliquer les actions, expliquer les réalisations, expliquer ce qui se passe aujourd'hui dans la vie du Béninois, pour que le Béninois se sente bien. Parce que si vous n'expliquez pas... Bien informé. Si vous n'informez pas, vous imaginez ce que ça veut dire, c'est l'intoxication qui prend le dessus. Or, lorsque le gouvernement n'avait pas commencé, l'intoxication avait commencé. Heureusement, nous avions commencé cette démarche, nous avions commencé cette information, nous avions commencé de dialoguer, je dirais, c'est un dialogue permanent qui se fait et qui se continuera à se faire tout le temps où sera le président Patrice Talon et son gouvernement à travers les actions qu'il mène. Mais si nous ne le faisons pas, qui le ferait? Monsieur Kader, c'est à nous de le faire. Alors, Maître Megan, nous allons poursuivre cette émission. Un autre sujet qui également a allumé l'actualité cette semaine, c'est les échanges qu'il y a eu entre le médiateur de la République et les responsables des formations, les ténors de ces formations politiques légalement constituées au Bénin, en tout cas la plupart d'entre eux qui ont eu échangé avec le médiateur de la République. Il y a eu des échanges sur la participation aux élections législatives. Est-ce que d'abord, vous avez suivi ces échanges-là? D'entrée de jeu, dites-nous ce que vous pensez de la démarche du médiateur de la République. Il faut saluer cette démarche. J'ai applaudi, mais je ne suis point surpris. Pour quelqu'un qui connaît M. Pascal Sossou, je puis d'ores et déjà vous dire que M. Pascal Essou, excusez-moi, c'est l'homme de la paix. C'est l'homme du dialogue. D'ailleurs, quand vous voyez l'homme en lui-même, il vibre là. C'est un homme du dialogue. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé, c'est quelqu'un que je connais très bien. Et c'est une démarche que je salue et que tout le monde salue. Mais tous les 16 partis ont apprécié la preuve. Ils se sont présentés, ils ont saisi l'occasion pour dire ce que chacun pense des prochaines élections législatives qui auront lieu le 8 janvier prochain. Donc je crois que c'est une très bonne démarche à saluer et je crois maintenant il lui revient, puisqu'il n'a pas la décision, il lui revient de verser entre les mains de qui de droit, ça peut être au niveau de l'Assemblée, au niveau du gouvernement, les doléances des uns et des autres. Il ne lui appartient pas à ce niveau puisqu'il est le médiateur. Le médiateur, ce n'est pas le juge, ce n'est pas celui qui sanctionne, ce n'est pas celui qui décide, c'est celui qui essaye d'écouter, de dialoguer, de recueillir les doléances et de les porter à qui de droit au moment opportun pour permettre la paix, pour que nous puissions aller aux élections législatives dans la sérénité, que nous puissions avoir des élections apaisantes, des élections de paix. Voilà. Alors, quelle est votre appréciation de la nature des échanges? Écoutez, j'ai entendu les uns et les autres. Il y en a qui ont estimé, à travers cette cette invitation, comme je le disais tout à l'heure, de dire ce qu'ils ont sur le cœur. Quand vous prenez un parti comme le PRD, comme d'autres, mais ils ont dit qu'ils souhaiteraient qu'on revoie un certain nombre de choses, surtout en ce qui concerne les tests qui nous gouvernent aujourd'hui. Je prends le code électoral en ce qui concerne un parti comme le PRD, qui a mis l'accent sur les 10% nécessaires pour avoir à l'Assemblée nationale des députés. Mais c'est leur droit le plus absolu. On ne peut pas empêcher quelqu'un, lorsque vous êtes invité, de dire, on ne peut pas l'empêcher de dire ce qu'il pense. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il ne revient pas au médiateur de dire, de donner satisfaction. En réalité, il recense tout ce qui a été dit et il les porte à qui de droit. Et qui de droit, ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui votent les lois,
c'est-à-dire les députés, comme ceux qui peuvent aussi prendre cette initiative en ce qui concerne le gouvernement. Mais ce qu'il faudrait, quand j'ai écouté, pour revenir à la doléance ou les doléances, je dirais, du PRD. Parce que la plupart des doléances, il n'y a pas que le PRD, la plupart des doléances s'articulent autour de cette disposition. Absolument, des 10%. Et également de. Non, ce que je voudrais dire à ce niveau. Des alliances de partis absolument. politiques. Non, ce que je voudrais dire à ce niveau, c'est que la loi, elle est générale. Elle est impersonnelle, M. Kader. C'est-à-dire, elle ne distingue pas. La loi, elle s'applique à tout le monde. Elle a un côté contraignant. On ne va pas faire une loi pour un parti politique. Quand on connaît l'esprit même qui a conduit aux 10%, c'est pour que nous puissions avoir moins de partis politiques. Alors, s'ils voudraient, je prends le cas du PRD, obtenir des députés à l'Assemblée nationale, c'est possible. Et le PRD le peut. Mais à une condition. Au lieu de demander qu'on revoie la loi, ou du moins l'article sur le code électoral, je pense qu'il serait bon qu'ils fassent comme ce que l'UDBN a fait, en intégrant un parti politique. Ils étaient dans un parti politique, le mien, le Bloc républicain. Mais à un moment donné, ils ont voulu quitter le Bloc républicain pour se mettre seuls avec ce que ça comporte comme risque. Ils l'ont essayé lors des élections législatives. Malheureusement, pour des raisons que nous connaissons, ils n'ont pas pu participer à cause des erreurs. Ils n'ont qu'à intégrer ou ils n'ont qu'à se fondre? Ils n'ont qu'à se fondre, absolument. Ou encore, s'ils ne veulent pas se fondre, mais pourquoi depuis un certain temps, le PRD ne reçoit pas d'autres partis pour créer un grand parti comme l'UP, comme le BR? Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Il faut que nous tenions compte de l'esprit du législateur lorsqu'il a voulu que l'on aille aux 10%, c'est pour que vous puissiez vous mettre à plusieurs. Beaucoup l'ont fait. Moi, je vois encore le cas de mon parti politique. Nous avons des partis très importants, plus importants que le PRD, aujourd'hui, en tout cas, mais qui ont accepté de rentrer de se mettre ensemble avec d'autres pour créer ce que nous appelons le Bloc républicain le 8 décembre 2018. Mais est-ce que, Maître Mégan, est-ce que les propos des ténors du Parti de Renouveau démocratique PRD ne sont pas en train de nous plonger dans l'histoire? Parce que lorsque nous prenons cette disposition des 10%, le texte lui-même a été modifié après, a été revu après. Il a été nuancé sous Maître Adrien Ngouédi. Mais c'est ce que je vous explique. Maître Adrien Ngouédi, avec la loi d'octobre 2018, il était question de l'article 242 qui permettait, lorsque, après 4 partis qu'on aurait eu, on pourrait racheter d'autres, d'une manière ou d'une autre. Mais le législateur est revenu sur cet article pour faire simple, à demander, en respectant l'esprit sur la charte des partis politiques, qui voudrait que tous les partis, enfin les partis qui le souhaitent, qui ont le même idéal, la même vision, se mettent ensemble pour créer un grand parti sur toute l'étendue du territoire. Alors, ce faisant, ils ont porté là-bas à 10% et éliminé tout ce qui consistait à vouloir racheter ou à ne pas racheter. Donc, ce qui est une bonne loi. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la loi était personnelle. Ce n'est pas contre le PRD. C'est pour permettre aux uns et aux autres de se mettre ensemble pour conquérir le pouvoir. Si le PRD veut avoir des députés à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que ça lui coûte? De se joindre aux autres. Ou de demander à d'autres partis, puisqu'ils sont 16. Il y en a encore. Pourquoi ne pas les solliciter? Moi, le Bénin, par exemple, parce que en essayant de se mettre ensemble à travers un congrès vous souhaitez constitutif, une mise ensemble entre le PRD et moi le Bénin? Même d'autres partis politiques, nous en avons 16 aujourd'hui. Et tout le monde sait qu'en dehors du Bloc républicain, de l'Union progressiste, de Force Coripo Bénin émergent, des démocrates, croyez-moi, si vous voulez, nous en reparlerons en 2023, après les élections législatives. Voilà les 4 partis qui peuvent se retrouver à l'Assemblée nationale. Si le PRD l'a déjà fait lors des élections communales,
nous connaissons son fief, nous connaissons son domaine. Ils vous diront, nous avions gagné telle localité, ce qui est une réalité. Mais on vous dit 10% sur toute l'étendue du territoire. On ne vous demande pas 10% dans quelques circonscriptions. Non. Encore que la liste des 4 que vous avez cités, il y en a qui vont encore discuter avec vous. Outre le BR, l'UP et les démocrates, on se poserait la question de savoir est-ce que FCBE a encore cette puissance lorsque l'on sait que votre formation politique, le Bloc républicain, a eu à quand même lui arracher beaucoup de branches. Vous savez, nous partons à la rencontre, notre préoccupation au niveau du Bloc républicain, c'est d'être le premier parti du Bénin. Nous ferons tout pour l'obtenir. Ce n'est pas seulement au niveau de Foscori.Bénin émergent. Nous voulons aussi prendre à l'UP. Nous voulons aussi prendre au PRD. Nous voulons aussi prendre chez les démocrates. Nous menons une action aujourd'hui au niveau du Bloc républicain pour conquérir. Donc la préoccupation aujourd'hui du Bloc républicain, c'est d'être le premier parti du Bénin. Et croyez-moi, au soir des élections législatives, les gens vérifieront ce que je suis en train de dire. Nous voulons gagner, et gagner premier, comme on le dit. Alors, Maître Migan, on a comme l'impression que les acteurs politiques ne cernent pas la plénitude des enjeux de ces élections législatives de 2023, parce que le débat est focalisé sur la question des 10%, alors qu'il y a également un facteur qui devait susciter beaucoup de commentaires, la constitution épineuse des dossiers de candidature. Vous savez, on a vu ce que cela a fait montre en 2019. Je l'ai tout le temps dit, que les partis qu'on avait eus avant ce qui existe aujourd'hui, c'était des partis familiaux, de clans, de régions, des gens qui ne maîtrisaient pas, ou si vous préférez, qui ne maîtrisaient pas quoi, qui ne maîtrisaient pas les tests, ou qui n'ont pas un monsieur qui pourrait lire les tests et dire au parti, voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela. Le problème se reproduira. Le problème va se reproduire, M. Kader, parce que la préoccupation aujourd'hui, c'est comment faire pour aller aux élections. Point bas. Et les gens ne cherchent pas à évoluer dans le sens de savoir qu'est-ce qu'il faut accomplir, quelle démarche mener pour être prêt le jour des élections. Nous l'avions connu en 2019 avec Moël et le PRD qui se sont fourvoyés. Il vous souviendra. Ça aurait pu avoir une coloration pénale, ce qui avait été fait. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils ont pris conscience? Je ne crois pas. Ils demeurent toujours dans la logique parce que leur préoccupation aujourd'hui, c'est aller aux élections sans chercher à savoir qu'avant d'aller de faire, tout est une question d'organisation, tout est une question de savoir, tout est une question de connaissance. Or, nous n'avions pas, à travers ce que je lis, dans les démarches des uns et des autres aujourd'hui, ou qui se focalisent non seulement sur qui sera candidat ou les 10%, ils n'ont pas encore pris conscience de la réalité de ce qui peut les conduire à l'échec avant qu'ils n'aillent aux élections. Et je puis vous dire que la loi est intransigeante. Et tout à l'heure, je vous disais que la loi, elle est impersonnelle, elle est générale, elle est aussi coercitive. Donc c'est pour vous dire que quand vous ne prenez pas, vous n'empruntez pas les voies qu'il faut, l'échec est là, têtu. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, est-ce qu'à l'allure des événements, est-ce que nous n'allons pas nous retrouver encore dans une situation similaire à celle que tout le monde déplore, celle de 2019, où seul le BR et l'UP se retrouvent au Parlement? Monsieur Kader, nous avions eu les élections de 2020, les élections communales, les élections municipales, où nous avions le Foscori.Bénin émergent a eu quand même 15% du suffrage exprimé. Est-ce que d'ici là, on va connaître une certaine évolution? Oui et non. Oui et non, parce que quand on prend l'élection, c'est-à-dire il faut toujours partir de ce que l'on sait, de ce qui a été. J'ai toujours dit que les Béninois ne votent pas à 100%. Je le répète tout le temps, nous avons 65% des Béninois qui votent. Or, à l'heure où nous parlons, nous avons deux partis réels dans l'opposition qui peuvent prétendre être à l'Assemblée nationale, savoir, d'une part, Foscori.Bénin émergent, d'autre part, les démocrates. Or, cet électorat, enfin, ces deux de l'opposition, quand vous prenez leur électorat, c'est les mêmes. C'est ceux qui accompagnaient hier Boni Yayi.
Je dis bien qui accompagnait Yeboni Yahi. Et quand Foscori.Bénin Marchand était avec compétit lors des élections communales, ils ont eu 15%. Et vous me demanderez, vous demanderez, mais pourquoi je rentre dans ces explications? Pour vous dire tout simplement que cette composante qui accompagnait Yahi Boni, divisée aujourd'hui, ils ont au total, ça tourne autour de 25-26%. Lors des élections communales, 15 sont allés du côté de Foscori pour un Bénin émergent. Un certain nombre de gens qui accompagnent Yahi Boni a rejoint soit le bloc républicain, soit l'UP. Donc, il reste 5 ou 10% qui tournent et qui vont sur Yahi Boni à condition que Yahi Boni entre dans le jeu, entre en politique, accepte d'aller en campagne. Si Yahi accepte d'aller en campagne, je puis vous dire que les démocrates pourront avoir des députés à l'Assemblée nationale, à une seule condition, qu'il accepte de battre campagne, parce que vous avez encore des, je dirais, des inconditionnels de Boni Yahi qui sont là. Et ils sont là, qu'ils soient dans les collines, qu'ils soient dans le septentrion et un peu partout sur l'étendue du territoire. Mais je dis bien, si Yahi Boni accepte d'aller en campagne, oui, on peut avoir aujourd'hui à l'Assemblée nationale et les démocrates et Foscori.Bénin émergent. Mais quand je dis Yahi Boni, pas pour les Foscori.Bénin émergents, mais pour les démocrates. Alors, donc, je le dis avec force que la participation des 16, au finish, nous aurons 4 partis. Alors, vous aurez 4 partis. L'espérance de tout un chacun, des acteurs politiques en général, notamment ceux de la mouvance, c'est qu'on ne se retrouve pas dans une situation semblable à celle de 2019 que tout le monde a déploré, y compris même le chef de l'État, où seuls des partis politiques soutenant l'action gouvernementale se retrouvent à compétir pour l'élection présidentielle. Dans un cas de figure, s'il s'avérait qu'on se retrouve encore dans une situation pareille, qu'est-ce que vous préconiserez? Non, on ne connaîtrait plus cette phase qu'on avait connue en 2019. 2019, il faudrait que vous sachiez, c'est parce que des partis ont refusé de constituer un parti politique pour aller aux élections. Aujourd'hui, ils se sont constitués et veulent aller aux élections. Et tous ceux qui sont des partis politiques, les 16, veulent aller aux élections. Il faut que nous, ça c'est la première des choses, c'est du nouveau. Tous les 16 veulent compétir. Un. Deuxièmement, vous avez parmi ces 16, les ambitions ne sont pas les mêmes. Vous avez ceux qui savent qu'ils auront des députés à l'Assemblée nationale. Et je vous ai dit tout à l'heure, ils sont au nombre de 4. Troisièmement, vous avez ceux qui pensent qu'il faudrait qu'ils puissent avoir la majorité des 4/5 à l'Assemblée nationale pour accompagner les actions et réalisations du gouvernement. Et vous avez 5 d'autres qui voudraient constituer la minorité de blocage. Donc, c'est pour vous dire que les ambitions ne sont pas les mêmes. Première chose, je me résume, tous veulent aller aux élections. 2, tous n'ont pas les mêmes ambitions. Il y en a qui savent qu'en allant, ce n'est pas pour gagner, mais c'est pour faire de la figuration. Il y en a qui savent qu'ils vont être à l'Assemblée nationale. Et je vous le dis, je le répète encore, si certaines conditions sont remplies, nous aurons 4 partis. 3, nous aurons ceux qui vont pour gagner et obtenir 4/5 des députés à l'Assemblée nationale. 5, vous avez ceux qui pensent et qui sont sûrs que leur préoccupation, c'est d'aller aux élections pour constituer la minorité de blocage. Donc voilà ce que je peux vous dire, parce que aller aux élections, tout le monde veut y aller. Mais les ambitions n'étant pas les mêmes... De toute façon, les élections sont jusqu'en janvier 2023, que Dieu nous prête vie. Nous aurons encore des occasions de nous rencontrer ici ou ailleurs même pour en débattre. Mais dites-nous, quelle est votre interprétation de cette disposition qui limite le mandat des députés? Parce que ça va dans tous les sens, chacun commande, chacun argumente. Mais vous, en tant que juriste de formation, au regard de votre expérience et votre parcours politique également, quelle est votre interprétation en toute objectivité de cette disposition-là? Vous savez, est-ce que les députés qui ont déjà fait 2 mandats avant le vote de la loi peuvent revenir en 2023 ou la loi s'applique aux députés qui ont déjà fait 3 mandats avant le vote de cette loi également? Vous savez, j'ai observé que vous avez des hommes politiques qui pensent qu'ils sont
députés à vie, qui pensent qu'ils sont députés à vie parce que hier, c'était eux qui finançaient leur campagne, c'était eux qui ils étaient en partie solo. J'en ai parlé tout à l'heure lorsque je parlais de parti familial, de parti de clan, d'arrondissement, de région. Nous ne sommes plus là aujourd'hui. Nous avons des partis en bonne et due forme. C'est le parti qui décide. Le parti décide si vous devez faire 1, 2, 3, 4 mandats et revient au parti d'en apprécier qui seront candidats. C'est le parti qui décide et le parti doit décider aussi en tenant compte d'un certain nombre de critères remplis par le militant. Parce que s'il se confirme alors que nous sommes un jeune parti, vous avez déjà fait. On doit aussi tenir compte de votre passé, d'un certain nombre de choses. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte pour dire qui sont ceux qui ne peuvent pas être candidats. Mais ce qu'il faudrait retenir aujourd'hui, M. Kader, les jeunes, eh bien, ils sont dynamiques. C'est eux qui font le job. C'est eux qui font le travail. Ils sont compétents. Ils sont disponibles. Ils croient. Et ils accompagnent. Ils sont les plus nombreux à accompagner aujourd'hui le gouvernement du président Patrice Talon en ce qui concerne la mouvance, en ce qui concerne mon parti. C'est les plus dynamiques. Je crois qu'il faudrait maintenant penser à ces jeunes. Moi, c'est ma pensée. Je pense qu'il faudrait vraiment permettre à ces jeunes-là qui croient en ce que fait le gouvernement, qui se retrouvent à travers Patrice Talon, qui ne sont pas dans une logique dépassée des choses. C'est-à-dire ces jeunes sont, je ne sais pas, c'est ceux-là à qui il faut pour accompagner ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire. Moi, personnellement, j'aurais bien voulu que nos partis politiques, qu'ils soient Bloc républicain, UP, que nous permettions, je dirais, à ces jeunes d'accéder aux responsabilités. Moi, je suis dans cette logique, mais à une condition, que les jeunes soient compétents, disponibles, dévoués et qu'ils croient en ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on n'en fasse pas une carrière. Alors, Maître Migan, on vous a compris par rapport à cette question de limitation du mandat. Donc, à vous entendre, pour vous, les députés qui ont déjà fait 3 mandats, si le parti juge utile qu'ils soient positionnés, ils seront positionnés. Vous savez, comme je le pense, l'une est indispensable. Et comme on le dit habituellement, le cimetière est rempli de gens dits indispensables. Nous avons aujourd'hui des jeunes dynamiques qui font le job et qui sont ceux qui permettent aux partis politiques d'évoluer. Et même à ceux-là qui sont responsables. Ce sont ces jeunes la relève. Oui, c'est la relève. Donc le problème ne devrait même pas se poser. Et je crois même qu'il revient à ceux-là qui sont là depuis 4, 5, 6 mandats de céder la place à ces jeunes qui font le travail sur le terrain. On a tendance à croire que c'est les aînés qui font. Non, c'est les jeunes qui font le travail. L'aîné a les moyens, avait les moyens, je dirais, M. Kader. Aujourd'hui, les moyens, c'est le parti politique. Lorsque vous en avez, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan matériel, donc financier et matériel, mettez ces moyens à la disposition du parti. Et si vous êtes quelqu'un de connu, de reconnu dans la localité, mais mettez votre connaissance à la disposition de ces jeunes. Et poussez ces jeunes, accompagnons ces jeunes. Tout ce que je voudrais, c'est que ces jeunes démontrent leurs compétences, leur dévouement, leur disponibilité. Voilà ce que je peux dire. Alors, Maître Migan, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. J'avais annoncé ce sujet à l'entame de cette émission, cette proposition de loi qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, celle relative à la pension aux députés et présidents d'institutions de la République. On a vu une vidéo qui a fuité sur la toile où le président de la République a eu à opiner sur la question. Les députés également ont fait des commentaires. On a eu quelques vents. Vous, en tant qu'acteur politique, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, je crois qu'il faudrait s'en tenir à ce que le chef de l'État a dit lorsqu'il a reçu les représentants des travailleurs. Et ce qu'il a dit, j'y crois. Et je l'ai toujours dit. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes instituteur, vous êtes professeur, vous êtes artisan, vous êtes un opérateur économique,
vous avez déjà votre pension. Vous avez déjà assuré votre pension. Et est-ce que vous viendrez demander une nouvelle pension? Non, je crois que ce n'est pas décent. Il y a l'éthique. Il faudrait quand même que nos députés comprennent, alors qu'ils sont douaniers, alors qu'ils sont, je ne sais pas, responsables déjà ou travaillant quelque part, avec tout ce que ça comporte. Pourquoi? Ils sont nos représentants. Et ils sont là pour nous représenter parce qu'ils ont voulu. Et ça va dans le même sens de ce que je disais tout à l'heure. On ne va pas leur assurer une retraite alors qu'ils savent très bien qu'en y allant, c'est aussi pour bénéficier de certains avantages dont le plus important, c'est l'honneur que nous leur faisons. C'est déjà très important. Et cet honneur, écoutez, je crois que tout le monde ne l'a pas. Tout le monde ne l'a pas. Alors, Mme Miguel, nous sommes à la fin de cet entretien. Vous allez regarder droit dans la caméra. Vous connaissez bien le rituel. Vous allez vous adresser à ces Béninois, ces citoyens qui, en voyant cette annonce, ont cliqué sur ce lien pour cet entretien. Vous allez leur adresser quelques mots remplis d'espérance, quelques mots qui réaffirment également les fondements de ce que vous avez dit ce matin. Vous savez, Monsieur Kader, nous allons vers les prochaines élections législatives, les deuxièmes sous Patrice Talon. Et je crois que les élections qui vont se dérouler prochainement, avec tout ce qui se passe, augurent de bonnes élections qui se feront dans la sérénité. Nous aurons des élections apaisantes. Je crois que je me réjouis des actions qui sont en train d'être menées, d'une part par le médiateur et d'autre part, comme je l'ai dit tout à l'heure, les membres du gouvernement, les partis politiques, les députés, pour accompagner, expliquer les dispositions qui ont été prises par le gouvernement de Patrice Talon pour permettre aux Béninois et aux Béninoises de savoir pourquoi nous sommes dans le cas de la cherté de la vie et de la vie chère, je l'entends. Or, et je expliquais également que cette cherté de la vie, ce n'est pas dû aux actions du gouvernement sur le plan, j'entends par là, de ce que les gens racontent, les tasses et consorts. Non. Au contraire, Patrice Talon, avant même la cherté de la vie, avait déjà commencé par prendre des dispositions hardies. Et je vous ai dit que la préoccupation principale de Patrice Talon, c'est le bien-être du Béninois. C'est ses conditions de vie, les meilleures conditions de vie pour chacun, chacune, les conditions de travail. Et j'ai donné l'exemple des hydrocarbures, où avant même la cherté, Patrice Talon contribuait déjà pour, un tant soit peu, permettre aux Béninois de ne pas connaître comme ailleurs une hausse des hydrocarbures. On investissait 6 milliards par an. Et je vous ai dit également ce qu'il a fait lorsque il y a eu cette cherté à cause de la guerre en Ukraine. 80 milliards au quotidien. On n'a pas attendu. Il faut le faire et il faut le lui reconnaître. Donc tout cela est expliqué aux Béninois. Et enfin, je pourrais dire également, la loi, comme je l'ai dit, M. Kader, elle est impersonnelle. Elle est impersonnelle, ça veut dire que quand des partis réclament 10%, qu'on revienne sur les 10% qui ont été prévus par le code électoral. Non, la loi est impersonnelle, c'est-à-dire elle est générale, elle ne distingue pas. Elle ne distingue pas. Oui, elle est coercitive. Voilà ce que je peux vous dire. Et je dis avec force que la démarche des membres du gouvernement est une bonne démarche lorsqu'ils vont vers le peuple. J'apprécie. Patrice Talon avait ouvert la voie lorsqu'il y avait eu cette reddition des comptes. Aujourd'hui, les membres du gouvernement vont et les membres sur le terrain pour l'expliquer. Les partis politiques l'expliquent aussi dans l'animation de la vie politique. Voilà ce que je peux vous dire. Merci à vous, Maître Migan, chers amis internautes de cet entretien. On retiendra en outre que notre invité a fait savoir que cette tournée gouvernementale implique ministres, députés, préfets, maires et conseillers communaux, sans occulter également les acteurs politiques des partis politiques et formations politiques soutenant les actions du président Patrice Talon. Patrice Talon est un visionnaire. Il est caractérisé par la prévention et les actions. On a pu entendre au cours de cet entretien. Notre invité a eu à exposer les raisons de la vie chère au Bénin. Pour lui, c'est dû
aux facteurs dont la Covid-19, cette pandémie mondiale qui a fait saigner beaucoup d'économies à l'international, et également cette crise qui oppose l'Ukraine à la Russie. Ces deux pays qui sont le bastion du blé et des huiles importées. Notre invité a également commenté dans ce sens également l'actualité politique. Il apprécie l'intérêt de cette tournée qui va aussi recueillir les doléances des populations à la base. Il a rappelé au cours de son intervention l'argumentaire du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wardani, notamment sur les mesures prises par l'État central afin d'atténuer les effets dus à la hausse vertigineuse des produits de première nécessité. Il a fait savoir que les dispositions ont été prises par le gouvernement, notamment dans le secteur des hydrocarbures, et cela, il nous a fait savoir que 80 milliards ont été éjectés pour atténuer. Parlons politique, notamment de la démarche que le médiateur de la République a eue avec, pour ne pas dire ce dialogue politique que le médiateur de la République a eu avec les formations politiques. Pour Jacques Migan, c'est une démarche agréable. Il salue la démarche du médiateur de la République qui, d'ailleurs, pour lui, est un homme de paix. Pour lui, la loi est générale et impersonnelle. Elle s'applique à tout le monde. Il recommande au Parti du Renouveau démocratique PRD d'intégrer ou de se fondre dans une formation politique ou d'absorber d'autres formations politiques afin d'être plus grand et d'envergure afin de pouvoir obtenir les 10%. Selon Jacques Migan, il a affirmé sur ce plateau que seules les formations politiques Bloc républicain BR, Union progressiste UP, les démocrates et Force Corée pour un Bénin émergent FCBE sont entre autres les 4 formations politiques qui sont en mesure de se retrouver au Parlement et donc de franchir ce seuil des 10% qui est imposé par la loi en vigueur. Le Bloc républicain veut être le premier parti politique au Bénin, nous a dévoilé notre invité au cours de son argumentaire. Il faut se soucier de la constitution des dossiers de candidature. Il n'y a pas que les 10% qui peut conduire à l'échec, prévient Jacques Migan au cours de cette émission. Il rappelle que la loi est intransigeante. Les Béninois ne votent pas à 100%. Il nous l'a fait savoir. Il a dit que si l'ancien président Thomas Bouniaï bat campagne pour les démocrates, ils auront des députés car il reconnaît qu'il y a toujours des inconditionnels au président Boni Yayi. 2019 et 2023, les enjeux politiques divergent, donc on n'aura pas les situations déplorées autrefois, nous garantit Maître Migan, qui est également acteur politique. Jacques Migan déplore qu'on a au Bénin des acteurs politiques qui pensent être des députés à vie. Il a commenté la disposition, notamment celle relative à la limitation des mandats législatifs. Il a tenu à attirer l'attention sur les compétences des jeunes, leur dévotion et leur engagement aux côtés de la vision du président Patrice Talon. Il estime qu'il faut faire confiance à ces jeunes qui sont compétents et véritablement disponibles. Il recommande aux députés qui ont déjà fait 4, 5 et 6 mandatures de laisser la place à plus jeunes que pour lui. La pension, parlant de la pension, cette loi-là qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, cette pension, proposition de pension aux députés et aux présidents d'institutions de la République, pour lui, il faut s'en tenir aux propos tenus par le président Patrice Talon. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. Absolument, monsieur Kader. Merci à vous, Jacques Migan. Je rappelle que vous êtes juriste de formation, ancien bâtonnier, acteur politique, membre fondateur du parti politique Bloc républicain, dont vous en êtes membre du bureau politique. Merci à tous pour l'attention. Portez-vous bien. Agréable journée dominicale.